Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama complet de l'actualité. Je vous donne tout de suite les titres. Le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé ce jeudi au palais présidentiel une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale du pays. Le CNS annonce une baisse remarquable de l'indice de sécurité au niveau national. À suivre le communiqué final dans cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé un entretien à France 24 et à RFI depuis Bruxelles où a eu lieu un sommet entre l'Afrique et l'Europe. Le chef de l'État s'est prononcé sur plusieurs sujets à l'international, de la politique à l'économie en passant par le climat. Dans notre dossier ce jour, nous reviendrons sur cette interview. Et puis, en vue de trouver des solutions pour la réduction du coût de la vie, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré ce jeudi les associations de consommateurs, les transporteurs et les acteurs du vivrier. Le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. La situation sécuritaire générale était au centre de la rencontre. Selon la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la situation sécuritaire du pays est globalement calme. Je vous propose de suivre le communiqué complet. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 février 2022 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Au titre de la dite situation, le Conseil national de sécurité a noté, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir que notre pays a enregistré, depuis 2012, une nette amélioration de tous les indicateurs de sécurité, contribuant ainsi à une baisse remarquable de l'indice de sécurité au niveau national. En outre, les dispositions prises au sein des différents commandements ont permis une meilleure gestion des ressources humaines avec notamment des forces plus professionnelles. Au regard de ces résultats très satisfaisants, le président de la République a félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements, et les a encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Concernant la lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major général des armées a informé le Conseil national de sécurité que le retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali aura des répercussions probables sur la situation sécuritaire au Sahel et plus généralement dans la sous-région ouest africaine. À ce titre, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres concernés pour l'accélération de la mise en œuvre de notre stratégie de lutte contre le terrorisme en vue de prévenir les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. Il a, à cet effet, marqué son accord pour la poursuite des recrutements au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que pour l'acquisition de matériel et équipements additionnels, y compris des moyens de surveillance aérienne et de renseignement. Le président de la République a également insisté sur le développement local et l'emploi des jeunes, ainsi que sur les actions civilo-militaires comme instrument essentiel dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les zones vulnérables, notamment le long des frontières nord de la Côte d'Ivoire. À cet égard, il a félicité le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les actions de développement ainsi que les initiatives génératrices de revenus initiées récemment par le gouvernement dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Enfin,
le chef de l'État a encouragé une participation encore plus active de notre pays à l'initiative d'Accra qui, en plus de la Côte d'Ivoire, regroupe le Bénin, le Burkina, le Ghana et le Togo. Cette initiative constitue, pour les pays membres, un cadre de partage de renseignements et de programmation d'opérations militaires conjointes contre les groupes terroristes. Au terme de la réunion, le chef de l'État a réitéré ses félicitations aux membres du Conseil national de sécurité pour les efforts remarquables déployés en vue de la sécurisation de notre pays. Il les a par ailleurs exhortés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 24 février 2022. Je le disais en titre, le président Alassane Ouattara, en marge du 6e sommet Union européenne-Union africaine, a accordé un entretien aux médias français France 24 et Radio France Internationale, RFI. Une interview sans faux fuyant où toutes les questions d'actualité, tant politique qu'internationale, ont été abordées. Décryptage avec Abiba Dambélé Saoué dans le dossier politique de ce jeudi. La dernière interview du président Alassane Ouattara au binôme de médias français RFI et France 24 remonte à octobre 2020. C'était quelques jours avant l'élection présidentielle du 31 octobre. Cet entretien avait essentiellement porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, marquée par les tensions suscitées par l'opposition suite à la volonté du président de la République de briguer un nouveau mandat. Cette fois, l'actualité de la sous-région aura pris le dessus, notamment les coups d'État en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Le dernier cas est des plus préoccupants. Le non-respect du compromis sur la durée de la transition par la junte militaire, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a poussé la CEDEAO à infliger le 9 janvier dernier un lot de sanctions économiques au pays. Nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Pour le chef de l'État ivoirien, le délai d'une transition de 5 ans, révisé à 4 ans au Mali, proposé par les militaires au pouvoir, est inacceptable. 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Tout le long de cette interview, le chef de l'État ivoirien s'est évertué à défendre la position de la CEDEAO sur la crise malienne et non sa position personnelle, comme pour répondre à une certaine opinion. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. L'enjeu sécuritaire de la crise malienne n'a pas été éludé lors de cette interview. Que pense le président Alassane Ouattara du départ de la force Barkhane du Mali? La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle,
bien équipée et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. À lui seul, le dossier malien aura occupé la moitié de ces 18 minutes d'interview. Malgré la fermeté de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel, le président Alassane Ouattara appelle les autorités de transition à revenir à de meilleurs sentiments. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Concernant la situation au Burkina Faso et en Guinée, la CEDEAO veille au grain pour un retour rapide à la normalité, selon le chef de l'État. Soulevant la crainte de voir ces coups d'État se répandre dans la sous-région, les deux journalistes français ont évoqué le motif des manipulations de la Constitution pour rester au pouvoir. Alassane Ouattara précise que ce n'est nullement le cas de la Côte d'Ivoire. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Ce recadrage a ouvert le chapitre des questions de politique intérieure. Mais le chef de l'État a préféré ne pas se projeter dans la bataille électorale de 2025, comme l'ont souhaité nos confrères français. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. À la question de savoir s'il est favorable ou non au retour de la limite d'âge constitutionnelle, le président Alassane Ouattara dit s'en remettre à la décision des députés en cas de proposition de loi dans les mois à venir. Pour ce qui est du dialogue avec les anciens chefs d'État Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le fil reste maintenu selon lui. Laurent Gbagbo, je lui ai parlé à peine 3 semaines, comme avec le président Henri Konan Bédié. Non, nous avons des relations fraternelles. À la question relative au retour au pays de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro, le chef de l'État fait savoir que cette décision relève de la justice, faisant ainsi prévaloir le principe de la séparation des pouvoirs. Des échanges à bâtons rompus où aucun sujet n'a été occulté. Autre volet de l'actualité, le gouvernement ivoirien est résolument engagé dans la lutte contre la cherté de la vie. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a eu plusieurs rencontres, notamment avec la Fédération des consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et ceux du monde du transport. Alexis Ouedraogo. Hausse de prix sur plusieurs produits de consommation. Ces derniers jours, les populations ivoiriennes sont mécontentes et le disent bien haut. Le gouvernement le sait et est bien engagé à alléger la peine des ménages. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré la Fédération des consommateurs, les coopératives du secteur vivrier ainsi que les transporteurs. L'exercice fut méthodique, écouter, expliquer, rassurer. Le plus important, c'est de se faire entendre. Et sans tapage, sans violence, nous avons été entendus par les décideurs. Le chef du gouvernement a été sensible au cri du cœur des consommateurs. Dans les jours à venir, des décisions vont être prises allant dans le sens du soulagement de la population. La fédération appelle les consommateurs à la vigilance quant aux surenchères souvent injustifiées. La tomate, le prix a baissé. Le chou, le prix a baissé, le piment. Mais dans les marchés d'à côté, on assiste à une flambée des prix. Nous disons que ça suffit comme ça. Il ne faut pas profiter de la souffrance de la population pour s'enrichir. Je demande aux consommateurs leur collaboration et qu'ils nous signalent partout où il y a les habits avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons intervenir pour soulager les consommateurs. Acteurs clés des marchés, les coopératives du secteur vivrier se disent confiantes quant aux dispositions annoncées par le gouvernement. Le Premier ministre nous a rassurés et nous a dit qu'il ne nous laissait pas en marche par rapport à la résolution des problèmes. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier et faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça.
Quand on a faim, on n'est pas libre. Lui, il le sait, le gouvernement le sait, le président de la République le sait. Je tiens à rassurer tous les Ivoiriens qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons régler le problème de cette histoire de la cherté de la vie. Autre secteur impactant fortement la vie des populations, celui du transport. Malgré la montée mondiale du cours du pétrole, trouver des mécanismes efficaces. Tout ce qui va concerner un réajustement ou une augmentation de tarifs de transport va être d'abord discuté avec le ministre de tutelle, avec les ministères techniques concernés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons peut-être constater des réajustements ou des augmentations. Pour l'heure, aucune augmentation n'a été constatée sur les lignes et aucune politique d'augmentation n'est en gestation pour qu'on connaisse encore les prix chers au niveau des transports. Au nom du chef du gouvernement, le ministre du Commerce s'est voulu rassurant. Nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et monsieur le Premier ministre qui a reçu des discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Le gouvernement annonce dans les prochains jours des solutions concrètes qui permettront d'améliorer la situation des prix sur le marché. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro. Le Sénat de Côte d'Ivoire a ouvert une session extraordinaire. Plusieurs projets de loi sont débattus en commission. Celle des affaires économiques et financières a reçu le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. 2 projets de loi relatifs au régime fiscal douanier ont obtenu l'assentiment de la commission. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat. Il est reçu par la Commission des affaires économiques et financières, KEF. Le lieu et les personnages lui sont familiers. Il y vient régulièrement. La présente visite est relative à la ratification de 2 projets de loi portant régime fiscal et douanier. La Côte d'Ivoire, dans sa soif de développement, multiplie les chantiers à travers le pays. En la matière, pour permettre à certaines entreprises d'aller vite et bien, des concessions en termes de régime fiscal et douanier sont faites. C'est le cas avec la société Ivoire Hydro-Énergie pour l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati sur le fleuve Bandama et la société de transport abidjanais par rail pour la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les Abidjanais paieront moins pour se déplacer. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même des coûts qui pèsent quelquefois sur les budgets des ménages, mais aussi les emplois qui vont être créés, les commerces autour donc, de la voie ferrée, on va dire les réductions également des coûts des entreprises. En tout cas, c'est vraiment un environnement extrêmement important de création de richesses que ce métro va induire. C'est comme un individu, vous avez besoin de construire une maison, vous n'avez peut-être pas, je sais pas moi, 30 millions, 50 millions avec vous, vous allez vous rapprocher de la banque pour qu'on vous accompagne dans votre projet. Mais après, bien sûr, vous prenez les dispositions pour assurer le remboursement donc, du crédit que vous contractez auprès de votre banque. C'est le même principe au niveau des États. Pour ce qui est du vote, c'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, ont dit oui aux 2 ratifications. Autre activité pour un autre ministre, Thomas Camara a lancé ce jeudi les travaux de construction d'un réservoir de super sans-plomb sur le site du dépôt pétrolier de Yamoussoukro. Cette infrastructure vise à accroître la capacité de stockage de ce site face à la forte demande en hydrocarbures sur le marché national et sous-régional. Les travaux vont durer 18 mois pour un coût global de 7 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. Il s'agit d'un projet très important pour notre pays et pour le marché de l'Interland. Pour cette raison, Thomas Camara va se déguiser en soudeur, le temps de fonder la première tôle du futur réservoir de super sans-plomb du dépôt pétrolier de Yamoussoukro. Cette extension de la capacité de stockage vient soulager la Geste aussi, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, le dépôt est saturé. Le taux de rétention est passé de 22 en 2020 à 24 en 2021. Là où la norme internationale de gestion des dépôts est de 12, nous sommes aujourd'hui à 24 pour la rotation des dépôts. Le futur bac pourra contenir jusqu'à 20 000 m3 de carburant super, faisant ainsi passer la capacité totale de stockage du dépôt pétrolier de Yamoussoukro de 60 700 m3 actuellement à 80 700 m3. La Côte d'Ivoire, hub énergétique de la sous-région, n'entend pas s'arrêter là. La demande en super est plus forte que la demande en gasoil, globalement quand on additionne les besoins de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland. Donc nous commençons d'abord par le bac de super, cette année en 2022, mais dès 2023, nous attaquerons, nous poursuivrons avec le bac de gasoil pour justement augmenter la capacité de travail du dépôt en ces deux produits, super et gasoil. Les travaux de construction de ce réservoir de super sans-plomb vont coûter 7 milliards de francs CFA. La mise en service de l'ouvrage est prévue pour le premier trimestre 2023. On passe aux chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 24 février 2022 20 nouveaux cas de Covid-19, 96 guéris et 1 nouveau décès. À la date du 24 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 430 cas confirmés, dont 79 692 personnes guéries, 792 décès et 937 cas actifs. Le 23 février, 75 200 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 111 916 doses du 1er mars 2021 au 23 février 2022. Ce jeudi matin, les ferrailleurs de la casse de la commune d'Abobo ont manifesté leur mécontentement dû à leur délocalisation. Ils ont érigé des barricades et incendié des pneus pour exprimer leur mécontentement. Après des échauffourées avec la police, le calme est revenu. Didier Nguessan. À Bobo-Anador, ce groupe de jeunes identifiés comme des ferrailleurs lance des pierres aux policiers de la CRS. Ces derniers sont venus en renfort suite à une saisine de matériel des ferrailleurs par la mairie qui aurait mal tourné face à des ferrailleurs récalcitrants à leur relocalisation sur le site de Ndotré. Des pneus sont brûlés sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation. Riverains et ferrailleurs témoignent. J'étais à la maison et puis en même temps j'ai vu les jeunes courir dans tous les sens. Par la frayeur, je suis rentrée d'abord me cacher avec mes parents. Donc quand j'ai demandé, on dit que c'est affrontement entre les jeunes ferrailleurs et la police. Donc aujourd'hui matin là, il y a des policiers qui sont venus, ils sont rentrés dans les ferrailles pour aller ramasser les pièces de la ferraille. Bon, ils sont sortis avec ça. Bon, par après, il est venu prendre un lacrymogène qu'ils vont lancer. Il nous a dit de partir en Ndotré. On allait vérifier qu'il n'y a pas place. La nouvelle ferraille d'Abobo, située à Ndotré, avec ses 1500 magasins, peine à avoir des locataires malgré les engagements pris par les ferrailleurs de s'y installer après le déguerpissement le 4 janvier dernier. Le conseil municipal d'Abobo se dit déterminé à assainir la commune. Ils pensent que s'ils insistent, s'ils vont jusqu'à cette violence, ça va amener donc le conseil municipal à reculer. Voilà, mais je voudrais vous assurer que le conseil municipal ne reculera pas parce qu'on ne les déguerpit pas pour déguerpir. Les opérateurs qui exercent, nous les invitons en tout cas à se plier à l'arrêté du conseil municipal et de Madame le maire et donc de rejoindre donc la nouvelle place, le nouveau site. Le programme d'urgence de la commune d'Abobo permettra de réaliser d'importantes infrastructures qui devront, à terme, transformer la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. On va bientôt accueillir le CHU, la piscine olympique, le lycée d'excellence, l'institut islamique et puis l'échangeur. Mais tout ça ne peut pas, cohabiter, coexister avec une casse dans les désordres que nous connaissons tous, ce n'est pas possible.
En plus des 12 hectares de la nouvelle ferraille, 42 hectares seront bientôt aménagés pour la relocalisation définitive des ferrailleurs d'Abobo. Les entreprises et administrations publiques sont des partenaires commerciaux de longue date du groupe RTI. Ce mardi, à l'Hôtel Ivoire, ces administrations ont été conviées par la RTI qui leur a présenté les grilles de programme de ces chaînes et leurs audiences respectives. Un workshop business premium à l'image de ses partenaires. On reste avec Didier Nguessan. Être à l'écoute des administrations publiques qui sont des partenaires de choix pour la RTI. Le média de service public à travers cette direction. RTI Publicité et RTI Marketing et Communication se présentent avec ses plus beaux atouts, les grilles de programme et les audiences. Celles-ci cumulent à près de 2 millions d'abonnés YouTube, plus de 4 millions sur Facebook, 800 000 abonnés Twitter et 680 000 sur Instagram, selon les chiffres de Daniel Conan, chef de département marketing digital et analytique. Pour Bamba Lassina, en charge des coproductions. À RTI Distribution, 1200 heures de fiction ont été produites depuis 2014 pour un investissement global de plus de 4 milliards de francs CFA, offrant ainsi des placements de produits suivant les thématiques des annonceurs. C'est vrai qu'il y a des programmes qu'on connaît, mais il y a de nouvelles choses et de bonnes choses qui se font au niveau de la RTI pour que nous puissions voir dans quel cadre travailler ensemble pour faire connaître l'action gouvernementale au profit des populations. La RTI a pu nous présenter de nouvelles offres et des packages, je dirais, pour nous permettre de nous inscrire dans ce moule-là. En tout cas, c'est un début de partenariat, je pense, qui doit être encore renforcé pour nous permettre d'atteindre nos différents objectifs en termes de communication. Les services commerciaux de la RTI s'engagent à faire perdurer ce partenariat en prenant en compte les observations des directions de communication des entreprises publiques. Nous avons compris qu'ils ont également aussi une mission de service public. Et dans le cadre du programme Côte d'Ivoire solidaire, il est important pour eux qu'au-delà de leur savoir-faire et de ce qu'ils font, qu'ils le fassent savoir. Et la meilleure façon de faire savoir ce que tu fais, c'est d'avoir un partenariat avec un média qui n'est pas seulement visible sur Abidjan, mais dans toute la Côte d'Ivoire, qui s'entend, qui se voit et qui j'ai envie de dire, qui se scrolle. Donc c'est très important pour nous de pouvoir leur parler, les écouter, et puis renouveler ce partenariat-là pour qu'en 2022, on repousse les limites. Le secteur public et parapublic est un segment important pour nos stratégies marketing et commerciales. C'est tout à fait normal qu'on les invite à cette rencontre pour discuter, échanger avec les différents acteurs et dans la mesure de nos possibilités, satisfaire à leurs attentes. Le faisant, nous espérons capter le maximum de budget pour un partenariat gagnant-gagnant. Des objectifs chiffrés à atteindre avec le soutien de la Direction générale de la Maison Bleue. La RTI se doit de rechercher des ressources additionnelles en vue de faire face aux charges considérables liées à ces nouvelles ambitions de groupes de médias audiovisuels à l'esprit innovant et conquérant. Les administrations publiques représentent 20% du chiffre d'affaires de RTI Publicité. La communauté ivoirienne de New York aux États-Unis a organisé une cérémonie en l'honneur de Enza Camara, nouveau consul général de la Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne s'est donc réunie pour lui exprimer ses encouragements pour sa nouvelle fonction à la tête du consulat, aussi pour traduire sa gratitude au chef de l'État pour cette nomination. Konaté Moussa. Il est le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Enza Camara est célébré par la communauté ivoirienne. La diaspora ivoirienne de New York s'est donc mobilisée pour une cérémonie en son honneur et lui exprimer leur soutien dans sa future tâche. Dans son adresse, le consul général de New York, Enza Camara, a rassuré de sa disponibilité. Il a également rappelé les rôles et missions du consulat. La présidence du consulat général a pour mission, entre autres, de faciliter les démarches administratives et de servir les intérêts de l'ensemble des membres de la communauté. Aussi, je peux vous assurer que le personnel du consulat, aussi bien que moi-même, seront à votre entière disposition pour vous guider, vous conseiller utilement, autant que faire se peut, sur toutes vos démarches et vos préoccupations.
La diaspora ivoirienne de New York a également témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour cette nomination. Elle entend mieux s'organiser afin de contribuer au rayonnement du pays. Dans le reste de l'actualité, le président russe Vladimir Poutine a lancé ce jeudi une invasion de l'Ukraine avec frappe aérienne et entrée de forces terrestres pour défendre les séparatistes de l'Est du pays. Emmanuel Macron, le président français, a promis que la France et ses alliés décideront de sanctions sans faiblesse contre la Russie lors d'une allocution télévisée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses concitoyens à ne pas paniquer face à l'offensive russe. Nous continuerons de fournir soutien et assistance à l'Ukraine et au peuple ukrainien, a indiqué Joe Biden. L'armée russe a affirmé en début d'après-midi avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes dans le pays, ainsi que 18 stations radars des systèmes de défense antimissiles. La Russie a pris le contrôle, il faut le rappeler, de la centrale Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Bonsoir, que Dieu nous protège.